très heureux de recevoir Monsieur Mbarek Ould Beyrouk, j'espère le bien prononcer. Mbarek, c'est le béni, hein, c'est ça? Oui, Mbarek. Le béni. Ouais. Barakallah. C'est Moubarak. Moubarak, tu es béni. Celui qui a la baraka, j'espère l'avoir. La baraka, voilà. Voilà, donc plus connu sous le nom de Beyrouk. Tu es né à Attar, donc, Ouais. en 1957. Ouais. Voilà. Attar, qui est la capitale de la région de l'Adrar, hein, c'est ça, qui est pas loin du Sahara occidental. Oui, oui, c'est Ouais. cette région. Bon, il y a une limite. Cette région. Un papa instituteur. Ouais. Voilà. Et puis, si j'ai bien compris, le premier livre que ton père t'a conseillé, mais très vivement, je ne sais pas si c'est un coup de savate dans le derrière ou quoi, mais Plutôt vivement. de lire, c'était Les Misérables. Oui. Voilà, Victor Hugo. Voilà. Très bien. Et donc, tu as fait des études de droit avant de faire du journalisme, et tu as été donc le fondateur en 1988 du premier journal indépendant mauritanien, voilà, qui s'appelait donc Mauritanie Demain. Voilà. Tu t'es battu longuement, à plusieurs reprises, pour la liberté de la presse et d'expression. Et puis, tu as été, donc, pour rester dans ton secteur journalistique, tu as été le directeur de l'information et des programmes de l'agence Nouakchott Info. Hein, voilà. Non, l'agence Mauritanienne d'information. Voilà. Et puis donc, le poste dont vous parliez, là, je ne sais plus qui en parlait, à la présidence de la République, c'était quand? Tu étais conseiller culturel du président, c'est ça? Oui, oui. C'était le président, le précédent? Oui, oui. D'accord. Et j'ai passé quelques mois avec le nouveau président aussi. D'accord. Il ne nous a pas renvoyé aussitôt. Et maintenant, donc, tu n'as plus de fonction officielle, Non, je n'ai plus de fonction officielle. D'accord. Absolument pas. Alors, et puis, celui qu'on reçoit ce soir, c'est bien sûr l'écrivain. Hein. Alors, si je ne me suis pas trompé, parce que tu as écrit quand même 7 romans, donc il faut pas 7 comme les jours de la semaine. Hein, voilà. Un le lundi, un le mardi, voilà. Et le ciel a oublié de pleuvoir. C'est le premier? Voilà. En 2012. 2012. C'est ça, hein? C'est pas en 2007. Ah, 2007, tu as commencé à là. Je commence à... 2007. Pourquoi 2012? Je ne sais pas. Oui, il y a peut-être une réédition, je ne sais pas. 2007. Ah, il y a eu... oui. Et puis donc, tu es venu au Maghreb des livres en février 2014. Je ne vais pas me tromper de livre. C'est le griot de l'émir, c'est ça? Chez Elisade, voilà. Alors, Elisade, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une éditrice, une belle histoire aussi, Elisabeth Daldoul, donc qui est d'une famille palestinienne du Sénégal. Parce que je crois que ses grands-parents, du temps de l'Empire ottoman, comme beaucoup de gens du Proche-Orient, qui étaient libanais, syriens, palestiniens, etc., tout le Levant, comme on dit en France, il y a beaucoup de Libanais, vous le savez très bien, hein, au Sénégal, voilà, ils sont souvent commerçants, etc. Bon, il y a une grande communauté libanaise. Et parmi ce qu'on appelle les Libanais, comme en Amérique latine, on les appelle les Turcos. Mais ils sont aujourd'hui, si leurs grands-parents avaient vécu aujourd'hui, ils seraient Libanais ou Palestiniens ou Syriens, bon, c'est vraiment un peu la même région. Et donc, voilà, donc Elisabeth donc, est née de parents palestiniens chrétiens du Liban, du Sénégal, et elle a été draguée par un jeune stagiaire qui venait ses parents avaient un hôtel, donc il faisait des études d'hôtellerie, il est venu dans un hôtel, qui s'appelle lui Fawzi Daldoul, et Fawzi Daldoul qui est de mère française et de père tunisien. Donc vous voyez un peu les quatre mélanges là. Donc il est venu faire un stage à l'hôtel, et puis il est tombé amoureux de la fille de l'hôtelier. Donc il l'a épousée, puis il l'a ramenée en Tunisie. Donc lui il tient une librairie tu vois, il y a un jour une grande librairie à Tunis, l'une des plus grandes librairies de Tunis. Et sa femme, qui travaillait avec lui dans la librairie, a donc créé une maison d'édition qui s'appelle Elisade, et qui fait de très très bons bouquins. Voilà. Et donc elle a beaucoup édité Beyrouth notamment. Voilà. Et donc parce qu'elle est très à la fois très maghrébine, et très orientale avec ses grands-parents, et puis un peu africaine aussi parce qu'elle a vécu au Sénégal. Bon, voilà. Donc c'est une très très belle famille. Voilà. Donc qui a abouti à tu as combien? Au moins 4 romans qui ont été édités chez Elisade, hein, minimum. Voilà.
Voilà, donc alors, pour revenir à ce roman là, qui s'appelle Le Paria, moi j'ai vraiment flashé sur ce livre, parce que c'est à la fois c'est très dur, on va en parler, hein, c'est un dialogue, enfin, tous les chapitres c'est le père, le fils, le père, le fils. Donc il y a eu un drame dans cette famille. Donc c'est une famille où tu parlais tout à l'heure des gens du désert et des gens de la ville. Je parle sous ton contrôle, hein, si j'ai des bêtises, tu me corriges, mais c'est ce que j'ai retenu de cette lecture, vraiment qui m'a passionné. Les gens de la ville méprisent ce qu'ils appellent les bédouins, donc les nomades, hein, qui vivent dans le désert, lesquels n'en pensent pas moins des autres. Donc il y a une fracture vraiment dans la société. Je ne sais pas si elle s'estompe ou si tu en parleras ou si elle s'aggrave. Et donc le héros, donc le père, il est tombé amoureux d'une jeune fille de la ville. Et comme il connaît le mépris que les gens de la ville ont pour les bédouins, pour les nomades, il triche avec elle, il lui ment en disant voilà, moi non, j'ai rien à voir avec ces gens-là, moi je suis aussi. Donc il a vendu des biens familiaux pour avoir montré qu'il est riche et qu'il n'a pas les gueux qui dorment sous la tente. Et donc il l'a séduit, bon, elle est tombée amoureuse de lui. Donc, mais il a tellement peur de la perdre si jamais elle apprend qu'il est nomade qu'il triche en permanence, il lui raconte des salades, bon, etc. Et ça arrive à un point où elle finit par comprendre qu'il triche. Alors elle l'aime toujours, manifestement, beaucoup. Mais elle ne peut pas supporter qu'il appartienne à ce peuple du désert. Voilà. Et donc la situation s'aggrave, ils sont toujours aussi amoureux l'un que l'autre, hein, si j'ai bien compris. On navigue de situation en situation dans le bouquin. Et puis un jour, il est pris d'une folie, il la tue. Enfin, voilà. Et donc, et le livre commence par justement le père qui, dans cette conjoncture, alors en fait on va comprendre, je vous délivre tous les secrets. Il a été arrêté après avoir tué sa femme, et il est donc en prison. Et il parle depuis sa prison. Et depuis sa prison, il s'adresse, c'est magnifique, c'est plein de poésie, il s'adresse à sa femme qui est morte et lui dit voilà pourquoi je t'ai menti, voilà qui je suis en réalité. Alors, il y a une description magnifique de la vie dans le désert, la tente, l'école coranique, le bétail, etc. Alors qu'il a une vie pas mal compliquée parce que son père et sa mère sont morts, il a été adopté évidemment dans les tribus nomades, et il n'y a aucun problème, le gamin qui perd ses parents, il est aussitôt adopté par une autre famille. Donc une vie très, très heureuse, mais en ayant perdu son père et sa mère. Bon. Et puis donc voilà, donc du coup il essaye d'oublier pour séduire sa belle, il ne lui dit pas d'où il vient. Donc il la tue, et puis depuis sa prison, et c'est le premier chapitre qui est absolument fantastique, et c'est là qu'on comprend ce qui s'est passé, il s'adresse à sa femme qui est morte, on lui dit maintenant que tu es morte, tu vas pouvoir me comprendre, maintenant je te dis la vérité. Et il raconte donc sa vie dans le désert, c'est absolument extraordinaire, c'est bien d'une langue très, très poétique, très, très, très précise, très, très séduisante. Et puis, on passe au deuxième chapitre, c'est le fils. Et tout le livre, c'est un chapitre le père, un chapitre le fils, un chapitre le père. C'est une espèce de dialogue à distance entre le père et le fils. Donc le père qui dialogue avec la mère, et le fils, alors le fils qui est un gamin passionnant aussi, parce que c'est un gamin qui est très intelligent, mais qui est un peu naïf, qui est très doux, très, très gentil, et qui était, j'allais dire, fou amoureux de son père, de sa mère et de sa petite sœur, qui s'appelle Malika. Et Malika qui a été captée par un oncle qui veut absolument, qui dit, bon, cette famille est pourrie, et comment le mari qui est en prison, qui a assassiné ma nièce, etc. Donc c'est l'oncle qui recueille la petite Malika, et il refuse que la petite Malika retrouve ni son père, ni son petit frère. Or, le gamin était amoureux fou de sa petite sœur. Ils étaient très, 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 très amis. Alors, vous n'avez pas le même âge, bien entendu. Et donc, il y a tous ces drames qui s'accumulent. Donc, si vous voulez, le père qui est en prison après avoir tué la mère qui est un peu l'objet de l'amour de son mari et de son fils, qui ne pense qu'à elle. C'est une femme extraordinaire aussi. Et ce gamin, finalement,
il ne veut pas repartir dans le désert parce qu'il est tout seul. Il a perdu son père, il a perdu sa mère d'abord, son père est en prison, sa petite sœur a été enlevée par l'oncle. Et donc il ne veut pas. Il a un autre de ses oncles qui veut le ramener dans la tribu, sous la tente. Et ça lui plaît pas, donc il revient en ville et il est adopté par une famille de pauvres dans un bidonville d'Atar. Et de Nouakchott, pardon, de Nouakchott. Et il tombe sur une famille très, très aimante aussi, hein, qui s'occupe de lui, avec un de ses copains qui est Baraké, là, et Momo, qui est une famille qui est très pauvre, et en même temps qui est d'une solidité vraiment très, très réconfortante pour ce gamin qui trouve un peu sa place. Mais en même temps qui ne pense sans arrêt qu'à son père, sa mère et sa petite sœur. Donc voilà, déchiré en permanence. Alors encore une fois, c'est une description très, très dure et très, très tendre à la fois de cette société. Si vous voulez, tous ces dialogues, je vous dis, à la fois on est très, très perturbé par la violence de ce monde, hein, de qui qu'on parle, de la mère, du père, tout le monde a vécu dans une violence, une dureté de vie, des fractures sociales, des vies brisées. Enfin, c'est très, très angoissant. Et en même temps, il y a chaque fois malgré ces vies brisées, ces sociétés, ces familles complètement disloquées, il y a toujours à la fois l'espoir, les djinns, le désert. Bon, il y a des facteurs qui peuvent sauver ces fractures. Et donc vous voyez, on n'arrive pas à faire. Et tant mieux, hein, il met un pas devant l'autre, un pas tendre, un pas tragique, voilà. Mais surtout avec partout une poésie, puis alors une vérité, vous voyez, sur ce que les gens ressentent. Il n'y a rien de caché, c'est très, très cru et en même temps très attendrissant parce qu'on voit cette société, cette famille complètement brisée et en même temps toujours quelque part un espoir. Voilà. Donc voilà en gros ce que j'ai retenu de ce film. Alors moi, ce que je voudrais te poser comme question, la première, c'est de demander comment, j'imagine que la question se pose chaque fois que tu écris un roman, comment c'est arrivé il est arrivé comme ça un matin, tu te réveilles et tu dis voilà, je vais partir sur cette histoire, ou c'est quelque chose que tu connaissais par ailleurs C'est une histoire que j'ai écrite en 2 temps d'abord. Oui. J'ai écrit d'abord l'enfant, l'histoire de l'enfant. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une institution en Nouakchott qui s'appelait l'institution qui s'occupait des enfants qui ont des problèmes avec la justice. J'avais un ami qui travaillait, je suis passé le voir. J'ai vu une nouvelle réalité. Des enfants qui sont dans la rue, des enfants qui sont tués, des enfants qui avaient perdu dont les parents sont en prison, des enfants qui ont fait des petits larcins, des enfants qui ont fait des crimes. Et j'ai été véritablement étonné parce que j'étais dans mon petit confort douillet et je ne voyais pas ça. Et je me suis dit, tout ça se passe à côté, ici à Nouakchott, et je ne le vois pas. Et comme je suis journaliste, je me suis aussi intéressé à cette histoire d'enfants perdus, d'enfants perdus, de petits-enfants voyous. Je me suis un peu intéressé à leur cas et j'ai rencontré beaucoup de cas qui m'ont frappé, qui m'ont véritablement frappé. Et je me suis dit que... Tu as discuté avec les gamins Oui, je m'y arrivé à discuter avec les gamins. Et je me suis dit, il faut bien en parler. Il faut parler, et pas seulement dans un journal. J'ai écrit cette histoire, je l'ai laissé quelques mois. Et en la revoyant, comme j'arrive toujours... Souvent, je laisse un manuscrit à demi-achevé ou à moitié achevé. Et j'en prends un autre. Parfois, je balance avec 2 manuscrits. Et quand j'ai lu le manuscrit, j'ai voulu y ajouter une autre parcelle, une autre vie, une autre manière de voir les choses. Et j'ai créé le personnage du père. Et bien sûr, par la force des choses, l'enfant parle d'une manière différente. Il ne parle pas comme un adulte. Et un adulte voit les choses aussi différentes. Le père sublime, il est en train de sublimer sa vie.
de la poétiser, alors que l'enfant voit les choses crues. Absolument. Donc, c'est comme ça que c'est fait ce roman. Et je voulais créer un équilibre entre ces deux personnages. Le livre, j'ai une question un peu sur votre rapport, parce que vous avez dit que la Mauritanie avait quand même finalement un rapport assez ténu avec la France finalement, mais vous, personnellement, quel est votre rapport avec le français, avec la langue française? Quelle est votre histoire par rapport à ça? Ouais, bon, je suis d'une culture, bien sûr, je suis d'une culture plutôt arabe, mais je suis d'une culture hassaniya, c'est-à-dire je suis un milieu en fait. Le hassaniya étant donc l'arabe populaire. Je suis à ce qu'on appelle à moi, je suis mauritanien, mais je suis quelqu'un de très. Moi-même, je suis d'assez métissé parce que j'ai un grand-père marocain et une grand-mère malienne. Grand-père marocain, une grand-mère malienne. Un grand-père marocain, il est du Sahara marocain, il est du sud du Maroc, du Sahara marocain. Et dans mon père, on dit que notre pays réel, ça va. Notre pays, c'est quoi? Notre pays, c'est notre ère de pâturage, c'est notre ère de commercialisation. C'est l'ère où nous pouvons amener nos chameaux en toute liberté. C'est notre ère de nomadisme. C'est ça notre pays. Et ce pays s'étendait du sud du Maroc jusqu'à Tombouctou. Donc, je ne suis pas d'une culture qui me prépare, je ne suis pas préparé à la français. C'est vrai que j'avais un père qui était francophone, qui était instituteur de français. Il a été l'un des premiers. Il a été un des premiers instituteurs mauritaniens formés par les premiers instituteurs formés par l'école française, parce qu'il fallait un certain temps former des instituteurs, former des interprètes. Il a été formé en tant qu'instituteur et il a exercé en tant qu'instituteur. C'est un homme qui aimait beaucoup qui était en même temps indépendantiste et qui aimait beaucoup la langue française. Et il disait qu'il fallait apprendre le français aux petits nomades. Et il disait, c'était peut-être naïf à l'époque, que quelqu'un qui dit Voltaire ne pourra jamais être mis en esclavage, ne pourra jamais être opprimé. Et il pensait que c'était une forme de liberté. Et il était en même temps franchement anticolonialiste. Et quand j'ai eu 13 ans, il m'a offert un livre gros comme ça de Victor Hugo. Un vieux livre, je ne sais pas quelle édition, je ne me rappelle plus. Peut-être un livre en France, c'était Les Misérables. Il m'a vivement recommandé. Mais ça vivement, vraiment de le recommander de les lire pendant les grandes vacances. Comme nous, pendant les grandes vacances, je vivais dans la famille de ma mère. Comme dans les grandes vacances, on sortait dans les campements, on sortait en fait dans ce que vous appelez, ce qu'on appelle en français les déserts, nous n'appelons pas désert. Comment tu l'appelles? On dit Badi, on dit Sahara, on dit Had, on dit. Mais pour nous, ce n'est pas le désert au sens où on dit en français. Parce que pour nous, en arabe, c'est-à-dire le désert. Oui, c'est une traduction facile. Oui. C'est une traduction facile. Le désert donne un sens de vide. Alors que pour nous, le Sahara n'est pas vide. Oui, bien sûr. Pour tous les Bédouins d'ailleurs. Et comme on passait les vacances à l'extérieur de la ville, ça veut dire dans les campements et dans les oasis, j'ai dû passer les vacances là parce que j'avais intérêt à ça. J'ai marié ça avec l'école coranique, parce qu'à l'école coranique, quand on allait en vacances, on allait aussi à l'école. Dans les campements, c'est l'école coranique. Mais j'ai dû terminer, au bout de 2 mois, 3 mois, j'ai pu pas terminer. Mais quand je l'ai terminé, depuis que je l'ai terminé, depuis ce temps, j'ai une passion qui ne m'a pas quitté, une passion pour Victor Hugo, une passion pour la langue française. Donc c'était un cheminement particulier. C'est un cheminement individuel. Ce n'est pas un cheminement collectif. En Mauritanie, on a eu d'autres formations parce qu'il y a eu l'arabisation des années 70, des années 80, ainsi de suite, tout ça. Mais c'est plutôt un cheminement particulier. Et globalement, d'ailleurs, sur le plan de la société mauritanienne, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, en ce moment, par rapport aux Français? Est-ce que c'est... Oui, le français était enseigné depuis les années 70. Nous avons commencé une période d'arabisation. C'était une arabisation mal mêlée, ce qu'on appelle une arabisation outrancière, qui a cassé le système éducatif en Mauritanie. De mon point de vue, ce n'est pas le point de vue de tous les Mauritaniens, elle a brisé notre système éducatif. Parce que nous n'avions en fait pas de professeurs en arabe. Nous avons amené des professeurs des écoles coraniques qui
qui ne savent pas ce qu'est le monde d'aujourd'hui, qui n'ont pas ce qui est enseigné. Ce sont des gens, des bédouins venus du désert, qui enseignaient l'école coranique dans le désert, qui venaient enseigner l'arabe, avec des professeurs peut-être venus du Moyen-Orient, de je ne sais quoi. On a complètement cassé cela. Et on a formé des gens en fin de compte. Après cette période, nous sommes engagés dans une période qu'on appelle le bilinguisme. On a voulu réintroduire le français de nouveau. Et c'était aussi mal traduit parce qu'il n'y avait plus de professeurs de français. Et en fait, on dit souvent qu'on produit des gens qui en fait ne connaissent ni le français ni l'arabe. Et l'arabe, même pour nous qui sommes francophones, moi je n'écris qu'en français, mais il m'arrive parfois d'écrire une rubrique en arabe. Et ça a un succès fou parce que c'est beaucoup mieux que les Arabes qui se veulent à la maison, qui ont fait que l'arabe, et ainsi de suite. Alors que je suis considéré plutôt en Mauritanie comme quelqu'un de francophone et quelqu'un qui écrit pour mais qui maîtrise aussi la langue arabe. Oui, je ne la maîtrise pas, je me la connais. Je peux écrire un texte en arabe. Je ne peux pas dire que je la maîtrise, mais déjà, le français m'apprend à être. Le français m'a appris à pouvoir être libre, à pouvoir utiliser le langage librement. D'après à ne pas être tributaire d'une forme de langage particulier, ni d'une forme de style particulier, ni d'une manière particulière de dire. Le français m'a donné cette liberté d'écrire. Et c'est pourquoi quand j'écris en arabe, généralement, je peux écrire en arabe, mais les petites rubriques que j'écris en arabe ont beaucoup de succès. Donc, pour dire que le système, il n'a pas formé, le système éducatif à tuer ce qu'il y a de meilleur en nous. D'imaginer ainsi de suite. Surtout, aujourd'hui, bien sûr, les Mauritaniens, beaucoup de Mauritaniens qui ont des moyens. On voit leurs enfants dans des écoles qui sont plutôt bien. Ça veut dire des écoles où il y a beaucoup de français, il y a beaucoup d'anglais, qui les préparent bien. Et ça, c'est les milieux les plus aisés. Et c'est leurs enfants qui vont des études, c'est les enfants qui vont dans les grandes écoles ici en France, c'est leurs enfants qui font médecine en France, ou ce sont leurs enfants à eux, pas nos enfants à nous, la classe moyenne, et bien sûr pas les enfants des pauvres. Est-ce que vous habitez en France ou en Mauritanie? Non, j'habite en Mauritanie. Je ne m'imagine pas vivre ailleurs d'ailleurs. Donc même la tente sous la Bastille, tu ne veux pas là? Ah non, non, tu la tente sous la Bastille, avec ces climats, non. Mais pour Oui, revenir un petit peu au roman, vous avez parlé justement, enfin moi je l'ai pas lu. S'il vous plaît, enlevez le masque. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais. J'ai pas lu malheureusement le livre, mais vous allez le lire. Oui, voilà, exactement. Et vous avez dit qu'il y avait enfin, vous ne saviez pas la pauvreté, le malheur de ces petits-enfants, en gros, ça vous a choqué, donc il y avait un petit fossé entre ce que vous vivez et ce que... Enfin, parce que moi je vous considère quand même comme faisant partie de l'élite, vous êtes quand même un écrivain, vous êtes éduqué, et est-ce que justement ce fossé qui est dans votre propre pays, vous a, enfin je sais pas comment tourne ma phrase, c'est-à-dire que... Parce que ça me fait penser à une phrase de Boubacar Boris Diop, qui disait quand il est parti au Rwanda, qui a dit que pour lui ça l'a bouleversé, c'est-à-dire que il s'est dit comment, étant africain, il n'a pas pu voir ce qui se passait, alors que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, enfin, le 11 septembre aux États-Unis, tout le monde le savait, toutes les grandes, enfin s'il y a quelque chose qui se passe à Paris, on va le savoir, alors que un génocide dans son propre continent, il n'a pas pu l'appréhender. Et j'ai l'impression que vous aussi, ça se rejoint un petit peu, c'est-à-dire que il a vécu à côté de ces gamins. Voilà. Oui, bon, pas comparer un génocide à... Oui, c'est clair. Pas comparer, bien sûr, pas comparer. Mais moi, j'avais travaillé à l'époque, il y a quelques années, sur ce qu'on appelait les enfants de la rue. C'était des enfants dans le centre de ville de Nouakchott. C'est un phénomène qui n'a pas duré longtemps. Et je croyais, je savais qu'il y avait de la pauvreté, mais je ne savais pas la force de ce... Je ne savais pas qu'il y avait des gangs qui s'étaient... Et surtout, j'ai été frappé par un enfant, un adolescent de 15 ans, 16 ans, qui était en prison et qui m'a parlé de meurtre qu'il avait réalisé. Il avait tué son ami, son copain, parce ce copain avait parlé à sa petite amie. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est pas ça. C'est qu'il le dise de son froid. Qu'il le dise comme si c'était, comme il racontait une histoire banale. Et je me suis dit, cet enfant, il n'a plus cette distinction
entre ce qui est permis et il ne l'a plus, entre le bien et le mal, entre la plus, entre la loi et il n'a pas cette notion. Il n'a pas cette notion. J'ai demandé, il a vécu toute son enfant il a vécu dans la violence du système. Et puis j'ai appris que, en fin de compte, sa mère était une prostituée, son père était en prison. Bon, quoi? Et ça, j'ai été frappé par ces cas précis. Je n'ai pas parlé du cas précis dans le roman, mais ça, c'est ce qui m'avait le plus. Bien sûr, j'ai fait des démarches auprès de toutes les autorités pour crier haut, pour dire qu'on s'occupe de ces problèmes. Bon, c'est tout ce que je pouvais faire. Monsieur dans mon masque derrière. Et pourquoi dans ce cas précis... S'il te plaît, Michel. S'il te plaît. On se tutoie. Pourquoi dans ce cas précis vous avez estimé que le journalisme, l'article ne suffisait pas? Pourquoi avoir eu recours à la fiction? D'abord, c'est parce qu'en réalité, parce que j'avais quitté le journalisme avec quelques années, et je ne voulais pas y retourner, sur tous les journalismes en Mauritanie. Et deuxièmement, je me suis dit que qu'écrire une histoire romanesque autour de ça aurait peut-être plus d'impact et plus longtemps. Parce qu'un article de presse, ça ne dure pas longtemps, généralement. C'est peut-être ce que... Je ne sais pas si j'avais raison, mais c'est peut-être ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé à l'époque. Cela dit, quand on écrit un roman, on oublie les raisons. On oublie ça, on est dans le roman, on est dans la fiction, on vit un personnage. On oublie, quand on écrit un roman, on oublie le pourquoi de l'écriture. On ne se donne pas un objectif moral, mais on se met à écrire. On vit une autre vie, on vit le personnage. Mesdames, sûrement beaucoup de questions à poser. Elles sont venues pour tester ma capacité à répondre. Non, mais c'est vrai qu'on échangeait tout à l'heure. On échangeait tout à l'heure dans le métro en venant sur. Enfin, moi, je trouve le personnage du père et surtout sa relation avec sa femme qui est décédée. Je disais à Beyrouth que je la trouvais très vénale et que je me disais mais quelle horreur, comment peut-on, enfin lui, mentir à ce point et elle, enfin cette histoire d'amour est quand même très Elle sort de l'ordinaire, oui. très étonnante et assez décevante, assez mesquine sur la nature humaine finalement, mais c'était mon point de vue. Oui, c'est vrai. Vous savez, la littérature a cette force parfois de sublimer le naturel, le réel, ce qui se passe chaque jour. Et c'est ça l'intérêt de la littérature, parce qu'en fait de compte, tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on lit dans le roman, on les trouve dans la vie de tous les jours. Un roman, comme l'a dit l'autre, c'est un miroir qu'on promène au bord d'un chemin. Donc la force d'un véritable personnage, c'est qu'il est à la fois réel et irréel. Réel parce que ça provient toujours de la vie des choses, et réel parce que la littérature lui donne une certaine forme lui donne une sublimation, lui donne une sorte, créer, les met dans le réel, elle le poétise en quelque sorte. C'est le Montir vrai d'Aragon, je crois, c'est Montir vrai. Ouais. D'autres questions? Je ne sais pas que l'auteur qui dit quoi, il faut choisir mentir ou mourir. Je n'ai jamais su me tuer, moi. Moi, j'ai une petite question, mais alors pas sur Paria. Sans masque, s'il vous plaît. J'ai une petite question, pas sur Paria, que je n'ai pas lu. Mais vous allez le lire, bien sûr. Mais sur le silence des horizons, que j'ai bien lu. Ah oui, aussi.
enfin, on comprend, je ne sais pas si vous l'avez lu, au début... Parlez de moi, vous. Non, non, oui, j'espère. Bon, il y a ce jeune homme éperdu qui a commis un acte violent contre une jeune femme qu'il aime peut-être. Et ça reste Qu'il n'aime pas vraiment. Qu'il n'aime pas vraiment. Mais justement... Ne nous révèle pas tout, s'il te plaît. Pourquoi ce silence et cette... alors on apprend dans le roman que bon, ce jeune homme a aussi une histoire très complexe d'hérédité, et avec un père très présent et essentiel, mais en même temps bon, avec toute une légende autour de sa personne. Mais moi, ce qui m'interroge aussi, c'est l'histoire avec la femme. Alors évidemment, ça reste mystérieux, mais finalement, le silence, est-ce qu'il ne vient pas aussi d'un... Voilà, le silence de Jolson, c'est un roman. Ouais. C'est un roman, d'abord, c'est une pérégrination dans le désert, c'est une promenade dans le désert et dans les oasis. Parce que quand il commet un acte qu'il estime être violent, qui n'était pas au fond si grave que ça, il fuit. Oui. Il fuit avec un ami qui est guide touristique. Et cet ami-là allait avec des touristes dans les grands déserts et dans les oasis. Et il les accompagne. Et en même temps, il se pose des questions. Il se remet en cause. Il se demande où va le mener l'acte. Et il se rappelle son père que les gens estiment être un paria, son père. Pourquoi? Parce que son père avait dit-on, abandonné un cheikh en pleine nature et qu'il a laissé un cheikh religieux mourir de soif. Et il continue. Et dans cette histoire, il y a un conte. Le conte, parce que quand il accompagne les touristes sont accompagnés par des enfants. Et ces enfants se sont attachés à lui et il raconte un conte à ses enfants. Et ce conte est aussi rapporté dans le roman. Bien sûr, il y a toujours l'environnement qui est l'environnement du désert, des oasis, ainsi de suite. Mais il y a un plus, il y a le conte. Le conte qui est un conte. Et il y a ces interrogations, il y a pratiquement parce qu'il refait une enquête policière. Oui, il l'a refait parce qu'il réfléchit à son acte. Et il s'est dit comment découvrira-t-on mon acte. Et en même temps, il y a un amour blessé. C'est pas celle qu'il croit avoir tuée. Ce n'est pas ça. C'est pas celle-là. Il était amoureux d'une autre femme qu'il a rejetée. Il pense à elle souvent. Il s'est dit pourquoi elle l'a rejetée. Certainement parce que ton père avait fait tel acte, que son père était très mal vu. Et il remet en cause tout. Et parfois, il trouve des gens qui ont connu son père. Et il lui dit que son père n'était pas si mal que ça. Que son père était un poète. Que son père était un grand aventurier. Son père était un grand... C'est vrai que son père aimait trop les femmes, aimait trop la vie, aimait trop la poésie. Et que ça a eu de mauvaises répercussions sur lui. Mais je crois que c'est l'un des romans les plus forts que j'ai écrits.